Il y a un miroir dans l'entrée. Tu passes devant des dizaines de fois par jour. La plupart du temps, tu ne le vois même pas. C'est un objet fonctionnel, un dernier contrôle avant de sortir, une surface pour vérifier que le monde verra bien ce que tu as décidé de lui montrer. Mais il y a des jours où ce miroir devient autre chose. Il devient une scène, un tribunal. Ce n'est pas ton reflet que tu regardes. Tu cherches un autre regard dans le tien, le sien. Tu ajustes un vêtement, tu replaces une mèche de cheveux, et la question qui flotte dans l'air n'est pas « est-ce que ça me plaît ?» La question silencieuse, la vraie question, celle qui contracte imperceptiblement les muscles de ton ventre, c'est « est-ce que ça lui plairait ?» Que penserait-il s'il me voyait maintenant ? Il n'est pas là. Il est peut-être à des kilomètres. Il est peut-être occupé à vivre sa vie sans même une pensée pour toi. Et pourtant, son regard est là, superposé au tien, plus réel que ta propre présence. Il est devenu une lentille invisible à travers laquelle tu te perçois. Une norme. Un juge silencieux dont tu as internalisé le verdict avant même qu'il ne soit prononcé. Ce moment, où tu cesses de te voir pour essayer de deviner comment il te verrait, est le début d'un exil subtil. L'exil hors de ton propre corps, hors de ton propre ressenti. Tu deviens l'objet d'un regard imaginé. Et le plus étrange, c'est que ce phénomène s'intensifie souvent avec la distance, avec le silence, avec l'absence. Moins il te donne de matière réelle, plus son regard fantôme prend du pouvoir. Moins il te voit, plus tu as besoin d'imaginer qu'il te voit, pour continuer d'exister à tes propres yeux. Cette expérience n'est pas de la vanité, ce n'est pas de la superficialité. C'est une dynamique psychique profonde et souvent douloureuse. C'est le signe que le centre de gravité de ta propre valeur a été délocalisé. Il ne réside plus à l'intérieur de toi, dans la certitude tranquille de ton être. Il a été externalisé et déposé dans les mains d'un autre. Désormais, pour savoir ce que tu vaux, tu dois regarder le reflet dans ses yeux. Et s'il ne te regarde pas, tu as l'impression de disparaître. Le vrai problème n'est pas qu'il te regarde ou ne te regarde pas. Le vrai problème, c'est que tu as commencé à croire que son regard est la seule lumière capable de te rendre visible. Et ce n'est pas lui qui a orchestré ce transfert de pouvoir. Ce n'est pas un plan machiavélique de sa part. C'est un vieux mécanisme inconscient qui s'est activé en toi. Un mécanisme qui a trouvé en lui le parfait écran de projection. Il est devenu, à ton insu et probablement au sien, le porteur d'une question bien plus ancienne que votre histoire. Suis-je digne d'être vu ? Suis-je digne d'être choisi ? Tant que la réponse dépend de ses yeux, tu n'es pas libre. Tu es une candidate perpétuelle, attendant un résultat qui ne vient jamais. Et ton inconscient, dans sa tentative de résoudre cette vieille blessure, ne cesse de répéter le même scénario, la même question, en espérant une issue différente. Il te place devant le miroir, encore et encore, non pas pour que tu te trouves, mais pour que tu continues de te chercher là où tu t'es perdu, dans le regard d'un autre. La première étape pour briser ce sortilège n'est pas de détourner le regard du miroir. C'est de comprendre que le juge que tu y cherches n'est plus lui. C'est une partie de toi qui a emprunté son visage. Ce n'est pas un processus logique, c'est physique. C'est l'infime tension dans la nuque quand tu publies une photo, l'hésitation avant de choisir une tenue, le film mental que tu te joues avant d'entrer dans une pièce où il pourrait être. Ton corps entier apprend à anticiper un jugement. Il se prépare à être évalué. Et cette évaluation, tu l'as déléguée. Le paradoxe est que plus l'homme est distant, ambigu ou avare en validation, plus ce mécanisme peut devenir puissant. Un homme qui te couvre de compliments et de certitudes te remplit, mais ne te laisse pas de place pour le doute. Un homme silencieux, en revanche, est une page blanche. Son absence de réaction devient un écran parfait pour toutes tes projections. Son silence n'est pas vide. Il est rempli de toutes les interprétations que ta propre insécurité y projette. Chaque vue sans réponse, chaque message court et neutre, chaque regard insondable devient une énigme. Et ta psyché, avide de sens, se met au travail. S'il ne dit rien, c'est qu'il est indifférent. Ou, au contraire, s'il ne dit rien,
c'est que ses sentiments sont si forts qu'ils lui font peur. Tu deviens l'exégète de son comportement, une archéologue de miettes, cherchant dans le sable de son indifférence la pépite d'or qui prouverait ta valeur. Dans la psychologie jungienne, on parlerait de l'animus. L'animus est l'archétype du masculin à l'intérieur de la psyché d'une femme. C'est une structure intérieure qui, lorsqu'elle est inconsciente et projetée, peut prendre le contrôle. Quand tu projettes ton animus sur un homme extérieur, tu lui donnes un pouvoir immense. Il ne devient pas seulement un partenaire potentiel, il devient ton guide, ton juge, ton autorité intérieure. Sa voix devient la voix de ta propre logique, de ta propre opinion sur toi-même. C'est là que son regard devient un tribunal. Ce n'est plus le regard d'un simple être humain avec ses propres failles et ses propres préoccupations. C'est le regard de l'animus projeté, une instance quasi divine qui détient le pouvoir de te nommer, désirable ou indésirable, intéressante ou ennuyeuse, suffisante ou insuffisante. Et l'inconscient, dans sa logique propre, continue de répéter ce scénario. Pourquoi ? Parce qu'il cherche à intégrer cet animus. Il cherche à rapatrier cette autorité. En te mettant sans cesse en situation de chercher la validation à l'extérieur, il te force à te confronter à l'épuisement et à la futilité de cette quête. Chaque déception, chaque attente vaine, chaque moment où tu te sens invisible à ses yeux est une leçon brutale que ta psyché essaie de t'enseigner. Le pouvoir que tu lui as donné doit te revenir. Ce que l'inconscient répète, ce n'est pas seulement « cherche son approbation », c'est plus profondément un appel. Regarde comme cette quête te vide. Regarde comme elle te rend étrangère à toi-même. N'est-il pas temps de rentrer à la maison ? La maison, c'est ton propre regard. Un regard qui ne juge pas, mais qui voit. Un regard qui n'évalue pas, mais qui accueille. Tant que tu ne comprends pas cela, tu restes prisonnière d'un jeu dont tu ne connais pas les règles, essayant de plaire à un arbitre qui n'est même pas sur le terrain. Il est dans ta tête. Et chaque fois que tu passes devant ce miroir, tu ne fais que lui prêter serment d'allégeance, renouvelant le contrat qui dit que ta valeur n'est pas un fait, mais une opinion qui dépend de lui. La libération commence par un acte de trahison. Trahir cette allégeance. Oser déplaire au juge intérieur. Oser te regarder dans le miroir et décider, pour la première fois peut-être, que ce que tu vois te suffit. Non pas parce que c'est parfait, mais parce que c'est toi, et que tu es la seule autorité compétente pour en juger. Ce qui se passe dans sa tête devient alors une question secondaire. Bien sûr, la curiosité peut demeurer, l'affection, le désir, l'attachement aussi. Mais ces sentiments cessent d'être une question de vie ou de mort pour ton estime de toi. Son regard devient ce qu'il aurait toujours dû être, le regard d'un autre, une perspective parmi d'autres, et non la source unique de ta lumière. Tu commences à comprendre que tu peux exister, pleinement, vibrante et entière, même quand personne ne te regarde. Surtout quand personne ne te regarde. C'est dans cet espace, libéré de l'évaluation, que tu peux enfin te rencontrer. Le processus de rapatriement de ton regard est lent. Il est fait d'avancées et de recul. Il y aura des jours où la vieille habitude reviendra en force. Tu te surprendras à nouveau, le cœur battant, à décrypter un de ses regards, un de ses silences. La différence, c'est que maintenant, tu te vois le faire. Tu peux observer le mécanisme en toi sans te laisser entièrement emporter par lui. Tu peux te dire, avec une nouvelle douceur, « Tiens, le voilà le vieux schéma. La partie de moi qui croit encore qu'elle a besoin de sa permission pour exister. » Et au lieu de la juger, cette partie de toi, tu peux la rassurer. Tu peux lui dire « Je sais, c'est une vieille habitude. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de ça. Aujourd'hui, notre valeur ne se négocie pas. » C'est un dialogue intérieur qui se met en place. Une nouvelle voix, la tienne, commence à prendre le dessus sur la voix du juge qui avait emprunté son visage. C'est la voix de la femme adulte en toi, qui prend soin de la partie plus jeune et plus effrayée, qui a appris à chercher la sécurité dans le regard des autres. Et puis, il y a des scènes concrètes, des moments de vérité où le nouveau choix devient possible. Imagine une soirée. Tu te prépares. Tu sors une robe du placard. Une robe que tu aimes,
mais qui est peut-être un peu plus audacieuse que d'habitude. Immédiatement, le tribunal intérieur se réunit. La voix, qui a sa tonalité, murmure. C'est trop. Il va penser que tu cherches l'attention. Il préfère les choses plus simples. L'ancienne toi aurait immédiatement reposé la robe. L'ancienne toi aurait choisi quelque chose de plus sûr, de moins visible, pour ne pas risquer un jugement négatif, même imaginaire. Elle aurait sacrifié son propre désir sur l'autel de son approbation supposée. Mais la nouvelle toi s'arrête. Elle sent la contraction dans son ventre. Elle entend la voix critique. Elle la reconnaît. Et elle fait une pause. Dans cette pause, elle respire. Elle se connecte à son propre désir. Est-ce que j'ai envie de porter cette robe ? Est-ce que je me sens bien dedans ? Est-ce qu'elle me donne de la joie ? La réponse est oui. Un oui qui vient du corps, pas de la tête. Et elle choisit de porter la robe. Ce n'est pas un acte de défi contre lui. Ce n'est pas une provocation. C'est un acte de loyauté envers elle-même. C'est la première fois, peut-être, qu'elle choisit son propre plaisir plutôt que la sécurité d'une approbation hypothétique. En enfilant cette robe, elle dit à son inconscient « Mon corps et ma joie sont plus importants que le verdict de n'importe quel tribunal extérieur. » Ce soir-là, si elle le croise, son attitude sera différente. Elle ne sera pas en train de guetter sa réaction. Elle ne sera pas en train de chercher dans son regard un signe, un verdict sur sa robe. Parce que le verdict, elle se l'est déjà donné elle-même. Elle se sent bien. Point. Son énergie change. Elle n'est plus dans une posture de demande, même inconsciente. Elle est dans une posture d'être. Elle occupe l'espace différemment. Elle rit plus librement. Sa conversation est plus présente. Elle n'est pas un objet attendant d'être évalué. Elle est un sujet vivant sa propre expérience. Et c'est là que le plus grand des paradoxes se produit souvent. C'est précisément au moment où tu cesses de chercher son regard qu'il devient plus susceptible de te voir. Vraiment te voir. Non pas comme un reflet de ses propres attentes ou comme un objet à conquérir, mais comme une personne entière, autonome, avec son propre centre de gravité. Une personne qui n'a pas besoin de lui pour briller. Et il n'y a rien de plus magnétiquement attirant que quelqu'un qui habite pleinement sa propre lumière. Ce que l'inconscient répète, c'est une leçon. La répétition de la douleur de ne pas être vu est un entraînement. Chaque fois que tu te sens invisible, c'est une invitation à devenir ton propre témoin. Chaque fois que tu te surprends à chercher sa validation, c'est une occasion de te la donner toi-même. Le but n'est pas de ne plus jamais se soucier de l'opinion des autres. Nous sommes des êtres sociaux. Le regard de l'autre compte. Le but est que ce regard ne soit plus la condition sine qua non de ton estime de toi. Qu'il soit une information, un retour, un partage, mais pas une sentence. La question de l'inconscient évolue. Elle passe de « suis-je assez bien pour lui » à « est-ce que cette dynamique est assez bonne pour moi ?» Est-ce que cette attente, cette incertitude, cette externalisation de ma valeur me nourrit ? Est-ce qu'elle me fait grandir ? Ou est-ce qu'elle me maintient dans un état d'impuissance infantile ? Quand tu commences à poser cette question, tu reprends le pouvoir. Tu cesses d'être la victime passive d'un homme distant et tu deviens l'architecte active de ta propre vie émotionnelle. Tu peux encore l'aimer. Tu peux encore espérer. Mais tu ne mets plus ta vie en pause en attendant qu'il te donne la permission de la vivre. Tu peux nommer pour toi ce moment, même si tu ne l'écris nulle part. Le moment où tu as choisi la robe. Le moment où tu as dit non à une invitation parce que tu étais fatigué. Le moment où tu as exprimé une opinion différente de la sienne. Chaque petit acte de loyauté envers toi-même affaiblit le pouvoir du juge intérieur et renforce ta propre autorité. Le miroir dans l'entrée change alors de fonction. Il cesse d'être un tribunal. Il devient un allié. Un lieu où tu te rencontres. Où tu peux te regarder dans les yeux et te dire « Je te vois », et ça suffit. Cette transformation a des répercussions profondes sur la façon dont le corps vit le quotidien. Avant, chaque journée était construite autour de points de contrôle invisibles liés à lui. Le premier geste du matin, vérifier le téléphone, à la recherche d'un signe, d'un message nocturne qui aurait pu changer la donne. Chaque notification était un sursaut,
un mélange d'espoir et d'anxiété. Le corps était en état d'alerte permanent, un système nerveux réglé sur l'attente d'un signal extérieur. Le silence n'était pas neutre. C'était une présence assourdissante, un commentaire négatif sur ta valeur. Ton sommeil était peut-être plus léger, ton esprit occupé à rejouer des scènes, à interpréter des regards, à préparer des conversations qui n'auraient jamais lieu. Tu vivais dans un futur hypothétique, conditionné par sa réaction. Quand tu cesses de te chercher dans ses yeux, tu rapatries ton attention dans le présent, dans ton propre corps. L'un des premiers changements, c'est la respiration. Tu réalises soudain que tu peux prendre une inspiration complète, profonde, sans qu'elle ne soit suspendue à une attente. Le matin, le premier geste peut devenir autre chose. Étirer ton corps, sentir le contact de tes pieds sur le sol, boire un verre d'eau. Ton attention, qui était constamment projetée vers l'extérieur, vers cet écran de téléphone qui était devenu le baromètre de ta journée, commence à revenir à l'intérieur. Ce n'est pas qu'il disparaît de tes pensées, mais il n'est plus le tyran de tes pensées. Il en devient un simple habitant, parmi d'autres. L'espace mental que son absence occupait se libère, et dans cet espace, d'autres choses peuvent commencer à pousser. Un projet que tu avais mis de côté, l'envie d'appeler une amie, le plaisir simple de lire un livre sans que ton esprit ne dérive toutes les 5 minutes vers lui. Ton corps, qui était contracté dans l'attente, apprend à se détendre. Les épaules s'abaissent, la mâchoire se desserre. Tu commences à remarquer que la nourriture a plus de goût, que la musique te touche plus profondément. C'est comme si tes sens, qui étaient anesthésiés par l'obsession de l'évaluation, se réveillaient. Cette récupération de la sensorialité est un signe que tu es en train de réintégrer ton corps. Tu ne le vois plus seulement comme un objet à rendre désirable pour son regard, mais comme le lieu de ta propre expérience vivante. Tu commences à l'habiter. Cette nouvelle incarnation de toi-même est ce que la psychologie jungienne appelle le début du chemin d'individuation. L'individuation est le processus par lequel une personne devient un individu psychologique, c'est-à-dire une unité distincte et indivisible, un tout. Cela implique de différencier sa propre personnalité de la psyché collective et des archétypes inconscients, comme l'animus. En retirant la projection de l'animus de cet homme, tu ne le détruis pas, tu le transformes. Il cesse d'être un juge extérieur et commence à devenir une fonction intérieure positive, un partenaire de dialogue intérieur. La voix critique qui portait son visage peut devenir une voix de clarté, de discernement, de courage. Une voix qui te dit non pas « tu n'es pas assez bien », mais « est-ce que cela te sert vraiment ?» L'inconscient, qui répétait sans cesse la scène du tribunal, peut alors proposer de nouveaux scénarios. Il peut t'envoyer des rêves, non plus de poursuite ou d'attente, mais des rêves de découverte, d'exploration, de puissance. Il peut te montrer des images de toi dans des paysages vastes, ou en train de construire quelque chose de tes propres mains. Ce sont des signes que la psyché soutient ce mouvement de retour à soi. Si tu reconnais cet endroit, cette transition douloureuse mais libératrice, tu peux laisser un mot qui n'est pas pour lui, mais pour toi. Un mot qui nomme ce que tu es en train de récupérer. Clarté, respiration, centre. Ou le tien. Ce mot devient un jalon sur ton nouveau chemin. Mais ce chemin n'est pas une ligne droite. Il y aura une épreuve relationnelle tardive, qui viendra tester la solidité de ta nouvelle posture. C'est inévitable. La vie vérifie toujours si la leçon est vraiment intégrée. Cette épreuve arrive souvent quand tu commences à te sentir vraiment bien, vraiment installé dans ton nouveau centre. C'est le moment où le vieux schéma, sentant qu'il perd définitivement de pouvoir, tente un dernier assaut. La scène peut être banale. Tu es à une fête, une réunion, un endroit public. Tu ne l'attendais pas. Tu es là, pour toi, en train de parler avec des amis. Tu te sens légère, présente. Et soudain, tu sens son regard sur toi. Ce n'est pas un regard anodin. C'est un regard appuyé, prolongé. Peut-être te sourit-il. Peut-être incline-t-il la tête. C'est un signe clair, après une longue période de silence ou de neutralité. La première réaction est purement physique. C'est une décharge électrique. Ton cœur s'accélère. Une vague de chaleur te monte au visage.
Ton système nerveux, conditionné par des mois ou des années d'attente, réagit instantanément. C'est l'ancienne réaction du corps qui crie « Alerte !» Le signal est là, c'est le moment. Immédiatement après, l'ancienne interprétation mentale s'enclenche. Le tribunal intérieur, que tu pensais avoir dissous, se reforme en une fraction de seconde. Il me voit. Il a regretté. Il a compris. C'est la preuve. Mon attente n'était pas vaine. J'ai gagné. L'esprit s'emballe, construisant déjà un futur sur ce simple regard. La vieille dépendance à sa validation revient comme une drogue puissante. C'est ici que tout se joue. L'ancienne toi aurait été complètement submergée. Elle se serait agrippée à ce regard comme un naufragé à une bouée. Elle aurait passé le reste de la soirée à analyser ce moment, à chercher une occasion de lui parler, à lui montrer qu'elle a bien reçu le signal. Sa soirée aurait été terminée, remplacée par l'obsession de ce regard. Mais toi, maintenant, tu as une nouvelle ressource. C'est la pause. Au lieu de te laisser emporter par le tsunami émotionnel, tu respires. Tu sens tes pieds sur le sol. Tu sens le verre dans ta main. Tu ramènes ton attention à la réalité physique de l'instant. Tu observes le chaos à l'intérieur de toi, le cœur qui bat, les pensées qui s'emballent. Mais tu ne t'identifies plus à lui. Tu le regardes comme on regarde un orage passer. Dans cette pause, tu fais un nouveau choix. Tu ne l'ignores pas. L'ignorer serait encore un jeu, une réaction, une forme de punition ou de froideur stratégique. Ce serait encore lui donner le pouvoir de dicter ton comportement, même en négatif. Non, tu choisis la maturité. Tu peux rencontrer son regard. Tu peux lui rendre son sourire. Un sourire calme, authentique, qui ne promet rien, qui ne demande rien. Un simple accusé de réception humain. Et puis, et c'est le point crucial, tu retournes à ta conversation. Tu retournes à tes amis. Tu retournes à ta propre vie, qui était là une seconde avant son regard et qui est toujours là après. Tu ne te détournes pas avec colère. Tu ne te fermes pas. Tu restes ouverte, mais ton centre de gravité ne bouge pas. Son regard a traversé ton champ de conscience, mais il n'a pas capturé ton centre. Il est resté une information, pas une sentence. Ce choix est fondamental. Il démontre que ce n'est pas un jeu de pouvoir. Ce n'est pas « je vais te montrer que je n'ai pas besoin de toi ». C'est une déclaration calme et factuelle. Je suis heureuse de te voir, mais mon bonheur ne dépend plus de ton regard. Ma soirée ne tourne plus autour de toi. Plus tard dans la soirée, ou le lendemain, le doute tentera de s'infiltrer. C'est la dernière tentative de l'ancien schéma. La voix critique reviendra. Tu as été distante. Il va croire que tu es arrogante. Il faisait un pas vers toi et tu l'as rejeté. Tu as tout gâché. C'est là que ton dialogue intérieur est vital. Tu dois répondre à cette voix avec clarté et compassion. Je n'ai pas été distante, j'ai été centrée. Je n'ai pas rejeté une personne. J'ai refusé de retomber dans une dynamique qui me détruit. Mon but n'est plus de sécuriser son attention à tout prix. Mon but est de préserver ma propre paix intérieure. Et si un pas sincère doit être fait, il se fera dans la clarté, avec des mots, pas avec un regard ambigu dans une soirée bondée. Cette épreuve, si tu la traverses, consolide tout le travail que tu as fait. Elle transforme la théorie en expérience vécue. Ton corps apprend, à un niveau cellulaire, qu'il peut survivre à un signal de sa part, et même y répondre avec grâce, sans perdre son axe. C'est la différence entre la confiance en soi intellectuelle et la confiance en soi incarnée. Tu ne te contentes plus de savoir que ta valeur ne dépend pas de lui. Tu le ressens dans tes os. Son regard n'est plus une arme qui peut te détruire ou te sauver. C'est juste un regard. Et toi, tu es libre. Cette liberté change tout. Elle te rend capable d'envisager une relation avec lui, ou avec n'importe qui d'autre, sur des bases entièrement nouvelles. Des bases où l'amour n'est pas une fusion où l'un se perd dans l'autre, mais une rencontre entre deux êtres entiers, chacun avec son propre centre, qui choisissent de marcher côte à côte. Le jour où tu passes à nouveau devant ce miroir dans l'entrée, quelque chose a changé pour de bon. Tu te regardes et tu vois simplement une femme. Une femme qui a traversé une épreuve.
une femme qui a appris à distinguer la voix de sa peur de la voix de sa vérité. Tu ne te demandes plus ce qu'il penserait. La question n'a plus de pertinence. La seule question qui demeure, posée avec une curiosité douce, est « Et toi, qu'est-ce que tu veux maintenant ?» La réponse ne viendra pas de l'extérieur. Elle montera de ton propre centre, calme et clair. Et pour la première fois, tu seras prête à l'entendre, et surtout, prête à y obéir. Ton regard, enfin, t'appartient. Et dans ce regard, il n'y a plus de juge, seulement une promesse. La promesse de ne plus jamais t'abandonner. Si tu veux poser un acte symbolique pour ancrer ce changement, tu peux écrire une phrase. Non pas pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, mais comme un contrat avec toi-même. Une phrase qui scelle cette nouvelle allégeance. Ce pourrait être « Mon regard m'appartient » ou « Je suis mon propre témoin ». C'est une façon de dire à l'univers, et surtout à toi-même, que le tribunal a été dissous. La seule autorité désormais, c'est la tienne.